Muriel Gosselin-Turcotte, bonjour. Bonjour David Berthet. Alors, on est ici pour s'entretenir sur le thème du lien entre l'art et le désir. C'est une activité, une entrevue que l'on fait dans le cadre du concours Philosophie 2015, dont le sujet est quel chemin trace le désir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de discuter des différentes modalités de présence du désir dans l'art, dans les différentes œuvres d'art et différents médiums artistiques également. Tu as enseigné au Collège de Valleyfield en histoire de l'art et on espère te revoir très bientôt au collège. Et également, tu as obtenu ta maîtrise en études artistiques en 2011 à l'UQAM. Oui. Si c'est bien ça. Et puis ensuite, tu t'es spécialisé en pédagogie artistique. Tout à fait. Excellent. Alors, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler très globalement, pour une petite introduction, du lien entre le désir et l'art? Bien, le lien entre art et désir est, si je peux me permettre, assez intime. Donc, il se retrouve à plusieurs niveaux. D'abord, si on prend en considération le lien entre art et beauté, entre art et représentation de cette beauté-là. Donc, on retrouve évidemment ce thème-là du désir qui vient parce que les artistes, à travers le temps, à travers l'histoire, vont représenter des modèles, que ce soit des modèles féminins, masculins, ou humains ou autres. Donc, sont liés à ce grand thème-là plus vaste du désir. Étant lié à la beauté, à un désir des artistes de plaire. Évidemment, donc, on vient toucher à tout le lien avec le spectateur. Hein. On veut vraiment susciter un désir chez le spectateur, désir de regarder l'œuvre, peut-être même de l'acquérir. Donc, on a là encore un autre thème ou d'autres questions qui viennent lier art et désir ensemble. On aurait aussi cette idée d'un désir créateur, désir de création, d'exprimer quelque chose. Donc déjà, on voit avec ces trois grandes questions-là qu'on pourra explorer plus en détail que les deux thèmes, les deux notions sont très, très, très intimement liées. Bon, on parle du désir, mais il n'y a peut-être pas juste une forme de désir Bien ou sûr. un seul désir. Il y a, désir amoureux, désir sensuel, désir, une aspiration à quelque chose de plus haut que nous, comme le désir religieux. Alors, c'est le premier thème qu'on avait décidé d'aborder. Il y a une première œuvre qui est une peinture de Raphaël, un artiste de la Renaissance. Cette œuvre-là, donc, il y a pour titre la Fornarina, qui veut dire la boulangère. Est en fait un peu fait figure d'exception dans la production de Raphaël. C'est-à-dire que Raphaël a représenté beaucoup de femmes, des madones, des vierges, des jardinières, mais très, très peu de portraits de femmes nues, comme cette Fornarina. Donc, ce qui a amené les historiens de l'art à se questionner justement sur la nature de ce sujet-là, les raisons qui avaient amené ce grand maître de la Renaissance a finalement représenté cette femme-là, dont on ne connaît pas l'identité pour sûr. Il y a seulement des hypothèses qui ont été émises. Donc déjà, la Fornarina veut dire, comme je l'ai dit, boulangère, mais en fait, le modèle aurait été la fille d'un boulanger célèbre de l'époque de Raphaël, mais également peut-être la maîtresse ou l'amoureuse de Raphaël. Et à ce sujet-là, c'est important En fait, c'est intéressant de peut-être souligner que le petit bracelet qu'elle porte à son bras, qui peut paraître comme un simple désir un simple apparat finalement, une simple préoccupation esthétique, donc pour plaire. Hein? En fait, sur ce bracelet-là, il y a le nom de Raphaël. Donc, du coup, ça deviendrait une marque de possession de la part du peintre. Ici, il y a aussi une tension qui est mise à l'œuvre dans l'œuvre, c'est-à-dire est-ce que le modèle se dénude ou est-ce qu'elle tente de ramener ce tissu-là qui est quand même transparent pour cacher son sein. Donc, il y a le désir entre le modèle et l'artiste. Cette femme, donc, à moitié dénudée,
qui nécessairement sollicite ou en appelle au désir du spectateur, mais aussi toute cette idée de beauté plus générale, hein, par les courbes harmonieuses, les couleurs, la composition, donc qui sont propres à Raphaël et qui peuvent amener l'idée de désir ou de beauté au sens plus large. Avec une insistance aussi sur la clarté de la peau, puisqu'elle elle tranche vraiment là, sur un fond très obscur, donc ça accentue l'impression de la chair. Est-ce que c'était courant à la Renaissance de représenter la nudité de cette façon-là? Parce que ce n'est pas une nudité qui est... disons, c'est une nudité très proche de la sensualité. Disons, c'est ça qui est représenté avec disons, ce portrait-là. Est-ce que c'était quelque chose de courant, de permis, de représenter la nudité à la Renaissance? C'était permis. Il faut savoir que durant la Renaissance, la très, très grande majorité des commanditaires des œuvres, c'est le clergé et la royauté. Donc, les thèmes associés ne sont pas nécessairement de ces portraits-là, qui sont probablement des commandes de bourgeois. Donc, ça ne fait pas figure d'exception nécessairement, mais ce n'est pas non plus extrêmement courant ou généralisé. Là, on parle quand même d'un pourcentage assez restreint. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il y a un jeu avec le dévoiler, revoiler. On ne sait pas trop si elle se dévoile ou elle se rhabille. Oui. C'était, disons, une première représentation possible d'une figure du désir, à savoir c'est ça, le désir sensuel, qui serait peut-être ce désir présent entre l'artiste et son modèle. En tout cas, c'est une explication possible. Puis il y avait une autre œuvre que tu avais proposée. Ça me semblait un beau contraste, à la fois contraste et puis dans la lignée de cela, c'est lorsque le désir qui est représenté n'est plus seulement un désir de possession, mais un désir de transfiguration religieuse, s'entend. Donc là, on passerait d'un désir vraiment incarné à un désir désincarnant, si on peut dire, un désir d'aspiration à Dieu, mais il y a toujours, sans que j'ai annoncé encore l'œuvre, je mets un petit peu de mystère, mais il y a toujours cette nudité. Selon moi, c'est assez intriguant. Ça s'appelle l'Extase de Sainte Thérèse de l'artiste Le Bernin. Oui. À peu près à la même époque, au 16e siècle. Oui. En fait, l'œuvre du Bernin vient un peu plus tard. Le Bernin est une figure exemplaire d'un courant très large qu'on va appeler le baroque et qui a pour synonyme dans certains ouvrages l'art de la contre-réforme. En fait, à cette époque-là, il va y avoir la réforme protestante qui va prendre une très, très, très grande place. Et une des stratégies de l'Église catholique pour contrer cette réforme-là protestante sera d'interpeller les artistes, notamment, pour créer des œuvres qui viennent chercher par les émotions, donc de façon très, très passionnelle, les fidèles. Donc, l'idée, c'est d'aller regagner la foi des fidèles en faisant appel à leur sens. Ce qui fait que le choix des thèmes et la façon de les représenter a quelque chose de très sensuel. Sensuel ici dans le sens plus large, mais ici on voit que c'est aussi dans le sens figuré. Et cette œuvre-là est un peu ambiguë parce que l'extase de Sainte Thérèse qui est ici représentée est en fait un moment relaté par Sainte Thérèse elle-même dans ses mémoires, où elle explique qu'elle a eu ce moment où un ange descendu du ciel lui a transpercé le cœur d'une flèche enflammée. Et tout ça devient finalement la métaphore de son amour infini par Dieu. Donc, quand elle fut touchée par cette foi-là. De sa conversion religieuse. De cette conversion, de cette conviction qui l'a frappée à ce moment-là. Par contre, si on se penche sur la représentation qu'en fait le Bernin, l'extase tel qu'il est représenté dans le visage de Sainte Thérèse pourrait en être un sexuel, littéralement. Et dans plusieurs analyses de l'œuvre, on fait
on fait fi de cette dimension-là parce que ça rend mal à l'aise cette ambiguïté-là, vu le contexte religieux de l'œuvre. C'est une scène qui est représentée, c'est posé dans une chapelle. Donc, il y a ici finalement le désir à plusieurs niveaux qui est représenté et évoqué par le Bernin. Et on voit même dans le vêtement de Sainte Thérèse, donc cette électrification-là finalement de ce désir par le mouvement, cette présence très forte de la diagonale, mais le vêtement, donc le tissu qui est très... où on sent finalement ce mouvement-là très, très fort. Dans l'art, il y a non seulement une représentation de différentes modalités de désir, pourrait-on dire, ou différentes circonstances d'expression du désir ou des désirs, mais il y a aussi comme une sorte de tentative de stimulation du désir. Comme on cherche, ou l'artiste cherche à faire en sorte que le spectateur ou les spectateurs rentrent eux-mêmes dans ce jeu du désir. Oui, en fait, quand on parle de l'art, on parle d'un concept très, très large qui a évolué à travers le temps et cette évolution-là, à travers cette thématique du désir, est très intéressante. Donc, l'art est un concept complexe qui touche à plusieurs sphères. Ici, on parle de la représentation, donc ce qui est d'abord montré, mais l'artiste est aussi en dialogue avec un public, un spectateur, que ce soit de façon plus ou moins volontaire, plus ou moins directe, plus ou moins consciente. Et dans cet ordre d'idées-là, l'artiste va vouloir susciter un désir, capter l'attention, ne serait-ce que ça. Ou, on en parlera un peu plus tard, amener ce spectateur à devenir acquisiteur, collectionneur ou acheteur de son œuvre. Donc, il y a vraiment un dialogue qui se fait par le biais ou à travers, ou bon, il y aurait plusieurs façons de le concevoir, mais avec l'œuvre, finalement. Certains artistes vont donc représenter le nu féminin en plus grande majorité, en l'occurrence, de façon à le rendre beau. Et le spectateur, le voyant, le regardeur, devant ce type d'œuvre-là peut être considéré comme étant plus ou moins passif, c'est-à-dire qu'il regarde l'œuvre, il peut se complaire à la regarder. Mais ici, Manet, donc, nous propose une Olympia, une femme qui est représentée avec les codes utilisés dans plusieurs œuvres qui sont ceux de la Vénus allongée. Donc, on va représenter la femme allongée de cette façon-là à travers l'histoire, notamment chez le Titien, mais aussi chez Goya. La particularité de cette œuvre-là, c'est que l'Olympia nous regarde directement. Donc, l'artiste confronte par le regard de cette femme représentée le spectateur et le ramène à son statut de regardeur, voire de voyeur. C'est-à-dire qu'il amène le regardeur à se questionner justement sur cette passivité-là qui serait relative. Parce que c'est confortable de se dire « je ne fais que regarder ». On est à distance. Puis on est à distance. Sauf qu'ici, on n'a pas une Vénus. On a Victorine Meurent, on connaît le modèle, elle est connue par le cercle artistique de l'époque. On n'a pas une femme qui est ahistorique, c'est-à-dire qui pourrait appartenir à peu près à n'importe quelle époque. Non, elle est dans un décor moderne qui est contemporain aux gens qui regardent l'œuvre, et elle a une certaine assurance. Elle n'est pas elle-même passive. Elle est consciente de sa nudité qu'elle assume. Donc, ça, c'est un des aspects qui avait été très, très dérangeant à l'époque, entre autres choses, parce que sinon, il y a le traitement
de l'œuvre, hein, cette touche qui est plus apparente, le modelé qui, lui, est moins présent, qui fait que la représentation se détache des codes plus traditionnels ou académiques qui rendaient finalement la représentation du nu acceptable. OK. Donc ici, on sent la présence de l'artiste de cette façon-là aussi, non pas seulement dans la représentation, mais dans la façon de représenter. Donc ça va choquer. Mais ce regard-là, directement plongé dans les yeux du regardeur, faisait partie finalement des éléments qui ont alimenté le scandale autour de l'Olympia de Manet. Valie Export, qui est une artiste une artiste engagée et féministe, qui va se questionner, s'intéresser notamment à la représentation des femmes au cinéma et encore une fois, ce statut pas si passif finalement du spectateur parce qu'avec la modernité artistique qu'introduit entre autres Manet, on va donner une importance renouvelée et plus consciente au spectateur. Est-ce que ce spectateur-là est vraiment aussi passif ou est-ce qu'il n'est pas plutôt actif à différents niveaux, à différents degrés finalement? Et évidemment, le cinéma nous pose aussi ce type de questions-là. Si le spectateur est actif, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le seul fait de faire un choix pour certains films ou d'entretenir un désir ou un intérêt. Un intérêt, merci, pour certains types de films où il y a certains types de représentations féminines ou de représentation féminine masculine, nous parle déjà de choix. Hein? On est actif dans nos choix. Et bien qu'on soit assis et qu'à ce moment-là, on ne fait pas le film concrètement, on se le fait dans notre tête, on alimente des fantasmes. Bref, il y a tout un rapport finalement qui est beaucoup plus complexe, qui implique le spectateur. Et Valie Export va donc questionner ce lien-là, cette activité-là du spectateur en le confrontant finalement et en l'amenant à être autrement actif. C'est-à-dire qu'elle va être dans les rues de Munich avec ce dispositif qui reprend la boîte noire, finalement, qui est le cinéma. Et sous cette boîte, elle a les seins dénudés. Donc, elle interpelle les passants à finalement lui toucher les seins. Ce qu'on fait avec les yeux, le faire avec les mains. Et sur cette image-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que le regard est assez direct. Donc, est-ce que ce ne serait pas un peu facile comme spectateur? Et là, je veux juste dire que je le mets au masculin, mais par souci d'alléger la formule, spectateur, spectatrice. Donc, d'être plongé dans le noir et de regarder quelque chose, qu'en est-il quand on est à la lumière du jour et que littéralement on touche? Donc, Valie Export va vraiment questionner ce rapport-là au corps, plus précisément au corps féminin, en l'actualisant et en je dirais en le concrétisant, en le rendant beaucoup plus tangible en tout cas. On est en train de remettre en question l'idée que la beauté serait liée au désintéressement. La beauté esthétique serait liée au désintéressement. Pour faire un lien avec un philosophe, le Schopenhauer, pour lui, l'expérience de la beauté, c'est justement ce moment où le désir va être stoppé, où le désir et puis son envers, la souffrance va être stoppée, son envers et son complémentaire. Là, on est en train de dire qu'il n'y a pas d'expérience esthétique de la beauté, quoi qu'on entende par le concept de beauté, sans intéressement, sans mise en jeu des émotions, des sentiments, du désir dans ce qu'il a de plus corporel. Les artistes vont effectivement remettre ça en question. On retrouve cette idée-là de désintéressement aussi chez Kant. La beauté simplement comme quelque chose de lié à la contemplation. On en discutera plus en détail tout à l'heure, mais avec l'art, notamment, pas que, mais notamment,
l'idée de beauté peut être liée à l'idée d'acquisition, de vouloir posséder. Donc, oui, l'idée de désintéressement qui a été présente chez plusieurs philosophes, donc tu nommais Schopenhauer, j'ai nommé Kant, et il y en a d'autres, est ici remise en question, questionnée par les artistes. Et l'idée même du lien entre art et beauté est questionnée par les artistes modernes et contemporains. De l'art comme objet de consommation, là, on passe vraiment à un autre niveau, mais c'est toujours une facette du désir ou de la présence du désir en art, à savoir qu'il y aurait dans l'art, qui est aussi une activité commerciale, et pas simplement à l'époque moderne, il y aurait dans l'art la mise en jeu de ce désir de possession. L'œuvre d'art devenant cette fois-ci l'objet, ce qui suscite le désir de possession, et en même temps l'objet de ce désir de possession, désir d'acquisition. Il ne faut pas oublier, et il y a eu un malaise qui persiste encore à plusieurs égards, que l'œuvre d'art est un objet. Pas toujours, parce qu'il y a des formes artistiques, par exemple la performance ou l'intervention, qui tendent à se dématérialiser, ou même l'art conceptuel, mais certaines formes d'art sont tangibles, sont des objets qu'on peut acquérir et veut pas, qu'on le veuille ou non. L'artiste doit vivre, donc il y a des considérations très, très concrètes qui entrent en jeu. Donc l'artiste doit vivre et vit de son art, et donc pour pouvoir manger, se loger, se vêtir, continuer à produire, doit vendre ces œuvres-là. Donc, il doit séduire un public avec des œuvres, et ces œuvres s'inscrivent dans une logique marchande avec donc des vendeurs, des acheteurs, et c'est cet objet-là qui devient un objet de consommation. Donc, certains diront que c'est un objet de consommation exceptionnelle, donc il ne peut pas être comparé en tout point à d'autres objets de consommation. D'autres diront que, au final, ces distinctions-là sont plutôt ténues. Ce n'est pas le débat ici, mais effectivement, l'œuvre d'art est un objet de consommation, ou en tout cas peut être considéré ou pensé comme tel. Et en lien avec ces considérations-là, certains artistes, finalement, vont souligner ce caractère marchand de l'œuvre d'art-là. Et j'ai trouvé intéressant, donc peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine image qui montre une œuvre d'Andy Warhol, donc qui est... Dans les années 50 aux États-Unis. Le pop art, donc, qui va prendre forme durant les années 50. Cette œuvre-là date de 67, par contre. Donc, Andy Warhol, qui est une figure finalement phare du pop art, quand on pense au pop art, on pense souvent à Andy Warhol, et qui représente, qui utilise finalement l'image d'une icône de la société états-unienne, voire occidentale de l'époque, Marilyn Monroe. Actrice des années 50, sex symbole de la société états-unienne, voire occidentale. Voire occidentale, oui. Donc, image de la beauté, de la séduction, du désir, ici traitée par Andy Warhol comme un produit de consommation. C'est-à-dire que Warhol va reprendre des stratégies utilisées en publicité. Il va choisir son produit. Il va mettre l'emphase dessus en ciblant un aspect qu'il grossit, sur lequel donc il met l'emphase et qu'il rend attrayant, notamment par ce contraste de couleurs très, très éclatante, flamboyante. Si je peux me permettre, flash. Oui. Et il va même utiliser des procédés de production, finalement, qui lui permettent de répéter cette image-là en série, donc la sérigraphie. Cette image-là fait d'ailleurs partie d'une série de 10
Marilyn avec des couleurs qui changent. Donc, il y a des petites distinctions entre chacune des parties de cette série-là, mais au final, on a la même matrice. Donc, avec la même façon c'est ça, de susciter le désir, comme c'est le cas en publicité, à savoir par disons des stimuli visuels basiques. oui, On tout pourrait à dire fait. basiques, c'est-à-dire les couleurs. Tout à fait. Couleurs contrastées dans ce cas-là. Très contrasté. Donc, Warhol, ici, établit une espèce de jeu où il remet en question, finalement, l'idée de l'artiste comme être qui produit une œuvre unique à partir d'un sujet ayant une importance incroyable. Non, ici, il prend une icône de la société de son époque qui ramène au statut de produit de consommation parce que finalement, il va traiter les soupes Campbell à peu près de la même façon, hein, avec des procédés qui sont utilisés en publicité aussi. Donc, le fait de les produire en série vise aussi un désir de Warhol de vendre. Il produit en chaîne pour pouvoir vendre en chaîne. Donc, il devient lui-même producteur. Et donc, il ressouligne ce statut-là de l'œuvre d'art comme objet de consommation. Comme une manière d'assumer le statut, on va dire, désacralisé de l'œuvre d'art. Il la désacralise, très OK. clairement. Je ne sais pas si c'est à ce point assumé, mais en tout cas, il questionne ce rapport-là entre art et désir de posséder. Posséder Marilyn, posséder l'image de Marilyn, posséder une œuvre de Warhol, posséder cette œuvre-là. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs niveaux là, qui sont à l'œuvre. Et je voudrais juste faire un rappel, ou peut-être un lien avec cette représentation de l'extase de Sainte-Thérèse qu'on a vue plus tôt, hein, où c'est l'idée derrière le baroque, on l'a dit, c'était d'aller chercher la foi des fidèles, notamment par ces représentations-là grandioses, spectaculaires, où le mouvement, les diagonales notamment, étaient très, très, très présentes. Ici, on le fait avec des contrastes de couleurs en allant, en représentant finalement une figure qui est connue des spectateurs. Donc, les stratégies ne sont pas les mêmes. Je ne veux pas faire un lien trop direct entre les deux, mais il y aurait un lien à faire. Sur le moyen d'aller chercher l'intérêt. Juste rappeler que l'artiste met en œuvre des stratégies pour stimuler un désir, un intérêt chez le spectateur.